Tu t'es fait plaisir? Oui, c'est encore dans mon panier. C'était combien? Je vais faire le tri. Moi, je mets tout dans mon panier. Et après, je trie. Non, tu prends tout, soyons fous. J'ai dit, c'est papa qui paye aujourd'hui, donc tu peux y aller. Sans problème. C'est la fête. La vie est courte, il faut en profiter. Ok? Yes. Bon, est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Ah, je l'attendais celle-là. Non? Moi, j'en attendais une autre. Donc voilà. Non, j'attends toujours avec impatience quand c'est Baudelaire. D'accord. Donc, Non. on fait sonner les gongs. Vas-y. L'espèce de gong. Ah, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes, eh ben, écoutez, je ne sais pas. Ah bah si, parce que j'ai mon petit avion de Tintin là qui me cache la date. Mais c'est pas vrai ça. Nous sommes le 3 avril. Le 3 avril 2021. En compagnie évidemment de notre louloute adorée, de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas quoi dire, hein? Tu me fais trop rire. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Allez. Vous voulez garder votre femme longtemps, faites-la rire. Il n'y a pas de secret. Si vous vous levez tous les matins en faisant la gueule, elle s'en va en courant et elle va trouver le voisin. Moi, j'ai décidé de la faire rigoler, comme ça le voisin, bah, elle le connaît pas. Ça Alors, marche bien. ouais, oui, ça marche très bien. Aujourd'hui, eh bien, nous avons été, Louloute et moi, extrêmement surpris et agréablement surpris de tous vos commentaires en faveur de Francis Lalanne. Il a dû y avoir un ou deux trolls imbéciles, comme d'habitude, mais ils sont bêtes. C'est vraiment des gens qui n'ont pas d'esprit. Ils ont oublié la langue française, ils n'ont pas d'esprit. Il y a des pervers narcissiques qui sont capables d'insulter en utilisant un beau langage. On peut à la limite respecter ça, bien qu'on sent la perversion qu'il y a derrière. Mais en revanche, les autres là, qui essayent de faire de l'esprit et qui n'en ont pas, sont vraiment minables, minables. C'est pour ça que on fait ce cycle sur Baudelaire pour vous réapprendre le français. C'est pas à nous de vous l'apprendre, c'est à vous de faire l'effort d'ouvrir des livres parce que on vit dans une société où le livre n'existe quasiment plus, la culture n'existe plus, le théâtre, évidemment, les théâtres sont fermés, on peut plus rien faire. Francis Lalanne essaye de faire de son mieux. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos magnifiques commentaires sur Francis Lalanne. Vraiment, je savais pas qu'il était si aimé, tellement il était décrié, mais il est très aimé et ça m'a fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie pour lui parce que franchement, il le mérite. C'est un véritable être humain. C'est un être bienveillant et qui se bat pour essayer d'éveiller les gens comme il le peut, avec ses moyens. Et quand il en a, il en fait profiter tout le monde. Moi, je trouve que c'est un homme extraordinaire et tous ces méchants qui l'attaquent sur son physique, sur sa carrière, ils devraient avoir honte parce que eux n'ont pas de carrière, mais lui, il en a une. Et il est aimé. Il est aimé vraiment
parlez français. Et bravo Francis, je ne vous connais pas personnellement, mais moi je vous trouve extraordinaire. Donc sachez-le, vous avez un boulevard ouvert devant vous chez cogito.com. Si ça peut un jour vous aider, mais vous n'en avez pas besoin. C'était juste un coup de gueule personnel. Donc merci à toutes et à tous, surtout à toutes, parce que c'est vrai que les femmes sont peut-être plus sensibles à sa poésie, elles comprennent peut-être mieux. Il y a certains hommes aussi qui ont réagi, et c'était bien, je trouve ça bien. Voilà, alors voilà pour la dernière vidéo que nous avions faite. Avant celle sur Baudelaire, pourquoi je me concentre désormais sur la culture française? Eh ben parce que personne ne le fait. Quand on parle de culture française, à la télé, c'est juste pour vendre des livres. C'est juste pour vendre des livres des auteurs contemporains. Moi, je ne lis pas les auteurs contemporains parce que je considère qu'ils écrivent très mal. La plupart du temps, c'est absolument inintéressant. Et étant écrivain moi-même, je ne veux pas non plus être inspiré, me laisser prendre par la mauvaise prose ou le mauvais travail littéraire de certains, bien qu'il y en a qui sont certainement très très bons, j'en suis persuadé. Mais je ne lis que les écrivains anciens, et sachez qu'ils me comblent de leur intelligence, ils me comblent de leur réflexion, ils me comblent de leur culture. C'est cela qui m'intéresse. Malheureusement, je serai un très mauvais critique littéraire contemporain parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. J'y vois que très peu d'intérêt. Après les années 50, pour moi, il y a plus grand-chose. Et surtout en France, il n'y a pas grand-chose. Alors tous ces prix Goncourt, littéraires et autres, qui sont des prix de convenance, c'est pas des prix littéraires, parce que si on devait juger les artistes à leur vrai talent, je pense que ce serait peut-être pas ceux que l'on nous présente et qui ont la faveur des médias, comme d'habitude. Bref, passons. Loulou, t'as un commentaire? Non. Non, c'est très bien ce que tu as dit sur Francis. Et je comprends même pas qu'on le critique sur son physique. Non plus. Ben, je comprends pas. C'est de la méchanceté gratuite, c'est de l'imbécilité, c'est du principe de médiocrité. Voilà. Alors nous allons continuer. Notre ami Charles Baudelaire, qui ne devait pas être un très bon ami, c'était un personnage, mais c'était un personnage avec un caractère très très fort, très intolérant, comme Diderot d'ailleurs, comme beaucoup de grands auteurs, qui n'est pas toujours très sympathique du point de vue humain, ou de grands artistes comme Picasso, qui n'était pas nécessairement un homme très sympa. Quand on regarde l'histoire, quand on apprend comment ils étaient, je dois dire que personnellement, Picasso, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est quelqu'un que je fuirais, inévitablement. Pas sympa, sadique, enfin bref, odieux avec les femmes, enfin. Un sale type, malheureusement. En revanche, un artiste exceptionnel. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a du génie, il y a Dieu qui s'y cache, et à l'extérieur, c'est le diable qui s'exprime. Donc, pour moi, c'est difficile. Même Delacroix, que j'adore, c'était un homme très difficile, très rugueux comme personnage. Et néanmoins, c'est quelqu'un, c'est un artiste, c'est un peintre pour lequel j'ai pas une adoration, parce qu'on n'adore que les dieux, mais un respect immense. Alors, dans le chapitre 2 du Salon de 1846, Baudelaire va nous parler du romantisme. Qu'est-ce que le romantisme? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, vous allez l'apprendre peut-être de la main de ce poète et de cet écrivain exceptionnel qu'était Charles Baudelaire. Qu'est-ce que le romantisme? Peu de gens aujourd'hui voudront donner à ce mot un sens réel et positif. Oseront-ils cependant affirmer qu'une génération consent à livrer une bataille de plusieurs années pour un drapeau qui n'est pas un symbole? Qu'on se rappelle les troubles de ces derniers temps. Et l'on verra que, s'il est resté peu de romantiques, c'est que peu d'entre eux ont trouvé le romantisme, mais tous l'ont cherché sincèrement et loyalement.
Quelques-uns ne se sont appliqués qu'au choix des sujets. Ils n'avaient pas le tempérament de leurs sujets. D'autres, croyant encore à une société catholique, ont cherché à refléter le catholicisme dans leurs œuvres. S'appeler romantique et regarder systématiquement le passé, c'est se contredire. Ceux-ci, au nom du romantisme, ont blasphémé les Grecs et les Romains. Or, on peut faire des Romains et des Grecs romantiques quand on l'est soi-même. La vérité dans l'art et la couleur locale en ont égaré beaucoup d'autres. Le réalisme avait existé longtemps avant cette grande bataille, et d'ailleurs composer une tragédie ou un tableau pour M. Raoul Rochette, c'est s'exposer à recevoir un démenti du premier venu, s'il est plus savant que M. Raoul Rochette. Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Ils l'ont cherché en dehors, et c'est en dedans qu'il était seulement possible de le trouver. Alors là, c'était très intéressant de la part de Baudelaire hein, de dire cette phrase, ils l'ont cherché en dehors, et c'est en dedans qu'il était seulement possible de le trouver. Et ça, on peut le comprendre si on a lu Goethe, Les Malheurs du jeune Werther, ou Faust. Car Goethe, c'est l'écrivain romantique par excellence, mais en même temps le grand philosophe du romantisme. Et on trouvera en France Alphonse de Lamartine également, comme très grand écrivain romantique, avec Atala qui sera représenté par Girodet, d'une part, magnifique tableau, et réinterprété après par nombre d'autres peintres. Mais ce sont les sujets, c'est pour ça qu'il parle des sujets gréco-romains. Donc, le romantisme, c'est une force intérieure, c'est un sentiment intérieur. Et ce sentiment intérieur, c'est surtout un peintre allemand qui s'appelle Caspar Friedrich, qui va le représenter. Il y a une phrase de Delacroix qui dit « L'homme n'est rien face à l'immensité de la nature ». Eh bien, Caspar Friedrich ne cesse de représenter l'homme face à la nature, l'homme seul, la solitude, l'âme humaine face à la nature. Et s'il y a un peintre romantique par excellence, en dehors de Delacroix en France, c'est Caspar Friedrich, c'est Fuseli en Angleterre. Donc c'est Suisse, il était suisse je crois. Donc ce sont ces peintres-là qui vont mener au romantisme, surtout Fuseli va mener au romantisme gothique, qui est très cher à nos jeunes aujourd'hui, qui se représente en personnages gothiques, en vampires, en personnages sombres, cauchemardesques. Vous avez un tableau typique que vous retrouverez chez Fuseli, c'est le cauchemar. On retrouvera un tableau similaire, plus tôt d'ailleurs dans le temps, chez Goya, je crois. Donc on a ces idées de cauchemar, ces idées intérieures d'aller chercher en soi des choses qui reposent et qui sont cachées. Et quand Baudelaire dit ils l'ont cherché en dehors quand ils l'ont représenté, et c'est en dedans qu'il était seulement possible de le trouver. Eh bien oui, seuls les grands peintres étaient capables d'exprimer le dedans sur la toile, ce qui est très difficile. Et les auteurs, les écrivains, comme plus tard Mary Shelley, comme Bram Stoker, bon je vous l'ai dit, hein, Bram Stoker Dracula, il a aussi écrit un roman sur l'Égypte, donc sur la momie, Théophile Gautier, la momie également. Donc on est là dans une effervescence des choses mystérieuses. Or le romantisme, c'est à la fois quelque chose de mystérieux parce qu'on se découvre soi-même, et c'est à la fois quelque chose qui s'extériorise à travers la peinture et la littérature. Pour moi, dit Baudelaire, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Et quand il parle du beau, c'est une sorte de pureté. Il parle de la pureté, de la vérité. C'est cela dont il parle.
la vérité extérieure. Or, la vérité et la pureté sont inévitablement de belles choses. Il y a autant de beauté qu'il y a de manière habituelle de chercher le bonheur. La philosophie du progrès explique ceci clairement. Ainsi, comme il y a eu autant d'idéal et qu'il y a pour les peuples de façons de comprendre la morale, l'amour, la religion, etc., le romantisme ne consistera pas dans une exécution parfaite, mais dans une conception analogue à la morale du siècle. Alors là aussi, comme c'est un grand défenseur de Delacroix, il ne cherche pas l'hyperréalisme. Il cherche une conception analogue à la morale du siècle, qui n'a pas besoin d'être parfaitement représentée. Regardez Goya, c'est pas systématiquement parfaitement représenté. Fuseli, il est dans le cauchemar. Vous voyez cette femme avec un voile gréco-romain et sur son ventre une espèce de gargouille grimaçante. Donc c'est son cauchemar. Donc qui est représenté, mais qui n'est pas représenté de façon hyper réaliste. On reste toujours dans une forme de flou. Parce que ce qui prévaut, c'est l'idée. C'est la volonté de la représentation, c'est la force de la représentation. Parce que le cauchemar ne peut pas être précis, puisque au lendemain, au réveil, on sait qu'on a fait un cauchemar, mais on est souvent peu capable de le répéter. Donc ça reste toujours dans l'illusion. C'est parce que quelques-uns l'ont placé dans la perfection du métier que nous avons eu le rococo du romantisme le plus insupportable de tout sans contredit. Donc on a là encore une représentation des bons et des mauvais romantiques. Il faut donc avant tout connaître les aspects de la nature et les situations de l'homme que les artistes du passé ont dédaigné ou n'ont pas connus. Qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimée par tous les moyens que contiennent les arts. Mais écoutez, là il confirme ce que je viens de vous dire. Il suit de là qu'il y a une contradiction évidente entre le romantisme et les œuvres de ses principaux sectaires. Que la couleur joue un rôle très important dans l'art moderne, quoi d'étonnant. Le romantisme est fils du Nord, et le Nord est coloriste. Les rêves et les féeries sont enfants de la brume. L'Angleterre, cette patrie des coloristes exaspérés, la Flandre, la moitié de la France, sont plongés dans les brouillards. Venise elle-même trempe dans les lagunes. Quant aux peintres espagnols, ils sont plutôt contrastés que coloristes. Alors là, il fait appel à Murillo, qui est un peintre espagnol du XVIIe siècle, qui est comme l'école napolitaine, où on a des contrastes extrêmement tranchés entre les chauds et les ombres. C'est la continuité de Caravage, donc du baroque, par rapport à ces peintres du Nord, comme Rubens, dans les Flandres, qui sera très coloré et qui inspirera énormément Delacroix, par rapport également à toute cette peinture allemande, qui va, dans les détails, montrer justement des clairs-obscurs et puis des puits de lumière à certains endroits. Et ça, vous le verrez avec Caspar Friedrich, que nous avions vu avec Louloute au Louvre, d'ailleurs, et qui m'avait, moi, bouleversé, parce que c'est... quand vous comprenez tout cela, quand vous comprenez ce langage, ce romantisme, ce qui transparaît à travers une toile, à travers la peinture d'un peintre et son époque, parce qu'il est le reflet d'une époque et d'une philosophie, alors là, le tableau devient une véritable symphonie, et il vous informe sur une quantité de choses qui résonnent en vous ou pas, c'est-à-dire que tout ce que vous avez appris pendant des années, une fois que vous vous trouvez face à l'œuvre, eh bien, tout s'assemble, comme si un aimant attirait toutes les connaissances et les résumait en un instant. Et là, ça devient un choc, une révélation. Ici, l'art en plein air, et quelques centaines de lieues plus haut, les rêves profonds de l'atelier et les regards de la fantaisie noyés dans les horizons gris.
Le Midi est brutal et positif, comme un sculpteur dans ses compositions les plus délicates. Le Nord, souffrant et inquiet, se console avec l'imagination, et s'il fait de la sculpture, elle sera plus souvent pittoresque que classique. En effet, personne n'aura égalé, depuis la Renaissance, les grands sculpteurs italiens, et surtout les sculpteurs français au XIXe siècle, où on va avoir Louis-Léon Gérôme, peintre-sculpteur qui va faire des œuvres magistrales, étonnantes d'ailleurs, et puis Barrier avec les sculptures animalières. Enfin, on va avoir un âge d'or de la sculpture en France au XIXe siècle. Ça, c'est absolument extraordinaire. Raphaël, donc le peintre de la Renaissance, quelque pur qu'il soit, n'est qu'un esprit matériel, sans cesse à la recherche du solide. Mais cette canaille de Rembrandt est un puissant idéaliste qui fait rêver et deviner au-delà. L'un compose des créatures à l'état neuf et virginal, Adam et Ève, mais l'autre secoue des haillons devant nos yeux et nous raconte des souffrances humaines. Alors c'est intéressant de comparer Raphaël, alors qui lui est une sorte d'hyper-réaliste de la Renaissance, qui est un peintre exceptionnel, qui a son tombeau normalement à Rome, au Panthéon, et Rembrandt, qui est un graveur, à l'origine, graveur, peintre. Et quand il dit cette canaille de Rembrandt, parce que il faut savoir que les peintres ne vivaient pas toujours de leurs œuvres, et Rembrandt était un investisseur, il investissait dans les bateaux qui allaient chercher au-delà des épices, de l'or, enfin des richesses, et Rembrandt a été ruiné par ces investissements, donc il a dû faire en sorte après de se débrouiller pour survivre. C'est pour ça qu'il a produit énormément de gravures. Ensuite, Rembrandt, j'ai eu l'occasion de visiter sa maison à Amsterdam, où il y a les dames. Et les maisons du Nord sont des maisons avec de tout petits espaces et de très grandes fenêtres, parce qu'il y a très peu de lumière. Et les ateliers sont souvent exposés au Nord, pour bénéficier de cette lumière la plus pure possible, et qui permettait justement à cet artiste non seulement de graver sur cuivre la plupart du temps, mais en plus d'imprimer, il avait sa presse chez lui, donc il faisait tout lui-même. Et il faut voir aussi sa peinture, qui est une peinture exceptionnelle, c'est-à-dire que ces personnages ne sont pas dessinés avec une précision comme celle de Raphaël, c'est plutôt une espèce de fouillis qui se mélange entre des jus et des surépaisseurs. Il faut savoir que les peintres flamands avaient découvert les vernis, évidemment, et souvent ils mettaient plusieurs couches de vernis sur des toiles blanches qu'ils laissaient à la lumière pendant des années, et ils remettaient du vernis, et ils laissaient sécher, et ainsi de suite, de sorte à créer des profondeurs. Et ça, vous le voyez aujourd'hui avec des nouveaux artistes qui font des choses extraordinaires avec de la résine, et qui dessinent des poissons, qui mettent une couche de résine, qui rajoutent des détails, encore une couche de résine, ce qui fait qu'on a le sentiment que les poissons sont en 3 dimensions. Et c'est un travail absolument fabuleux qui est fait là. Eh bien, c'est la continuité, si vous voulez, de cette peinture classique, cette peinture de Rembrandt, qui était des jus, qui se surexposaient les uns les autres, des glacis aussi. Alors les glacis colorés, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des vernis mélangés à de la couleur, qui vont créer des teintes, mais transparentes, translucides, et créer à la fois des profondeurs. C'est pour ça que lorsque vous nettoyez une toile de Van Dyck, ou Van Dyck si vous voulez, peintre flamand qui a été après faire carrière en Angleterre, eh bien on retire les glacis, parce que si vous nettoyez la toile de façon un petit peu trop agressive, eh bien vous retirez toute cette peinture en détail, toutes ces mini couches
qui ont été ajoutées par l'artiste, et vous avez des peintures qui sont très ternes et qui ont perdu leur âme. Par exemple, pour les carnations, c'est-à-dire les joues, vous savez que les femmes se pinçaient les joues pour les avoir un petit peu plus rouges, parce qu'elles étaient très peu exposées à la lumière. Eh bien, les peintres utilisaient des glacis colorés et un rouge très particulier. Parce qu'on ne mettait pas n'importe quel rouge. Vous savez qu'en peinture, je ne sais pas si vous le savez, certains d'entre vous le savent, mais la majorité ne le savent pas, vous avez des gammes. Vous avez des gammes de rouge chaud, vous avez des gammes de rouge froid. Vous avez des bleus chauds, des bleus froids, des verts chauds, des verts froids. Donc ça, c'est tout. Bon, ça, c'est l'art de la peinture. Eh bien, pour les carnations, il y a un seul rouge qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la laque de Garance. Et cette laque de Garance doit être utilisée avec parcimonie, ce qui avait été fait, et mélangée à du vernis, eh bien, posée sur des joues où on avait le sentiment de voir le portrait vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Donc tout ça, c'est l'art de la peinture. Et Baudelaire le sait. Baudelaire, c'est quelqu'un qui connaît la peinture de l'intérieur. Il a été voir Delacroix, il a été le voir peindre. Bon, Delacroix, il est un peu rustre dans sa façon d'utiliser la couleur. Il n'est pas aussi subtil que Rembrandt, qui lui, moi je l'ai vu sur les tableaux au Rijksmuseum, j'ai beaucoup observé les tableaux de Rembrandt, et on voit les surépaisseurs, les glacis, on voit tout ça sur des peintures qui ne sont pas trop nettoyées. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc la peinture, si vous voulez, c'est pas simplement une toile, c'est tout un univers. C'est vraiment quelque chose de très complet et de très complexe. Et ça cache une quantité de messages que vous n'aurez pas si vous ne vous intéressez pas justement à la peinture elle-même, à la technique. Et souvent, le problème des historiens de l'art, il est là. C'est qu'ils se contentent de devenir des historiens de l'art et de ne rien comprendre à la technique de la peinture. Il faut avoir peint pour comprendre un peintre. Il faut avoir dessiné pour comprendre ce que c'est qu'un tracé. C'est inévitable. Cependant, Rembrandt n'est pas un pur coloriste, mais un harmoniste. Combien l'effet sera donc nouveau et le romantisme adorable si un puissant coloriste nous rend nos sentiments et nos rêves les plus chers avec une couleur appropriée au sujet. Donc vous savez bien que Rembrandt n'est pas un romantique, de loin de là. Mais là, il nous fait des analogies, non pas avec Raphaël, mais on sent qu'il parle de Delacroix, là. Là, quand il dit « Un puissant coloriste nous rend nos sentiments et nos rêves les plus chers avec une couleur appropriée au sujet. » Avant de passer à l'examen de l'homme, qui est jusqu'à présent le plus digne représentant du romantisme, je veux écrire sur la couleur une série de réflexions qui ne seront pas inutiles pour l'intelligence complète de ce petit livre. Chapitre 3 de la couleur. On continue l'autre là, 28 minutes? Oui, un peu. Ah oui, d'accord. D'accord, ben alors on continue, vous avez de la chance. Alors, de la couleur. Supposons un bel espace de nature où tout verdoie, rougeoie, poudroie et chatoie, en pleine liberté, où toutes choses diversement colorées, suivant leur constitution moléculaire, changées de seconde en seconde par le déplacement de l'ombre et de la lumière et agitées par le travail intérieur du calorique, se trouvent en perpétuelle vibration, laquelle fait trembler les lignes et complète la loi du mouvement éternel et universel. Une immensité bleue, quelquefois, et verte souvent, s'étend jusqu'aux confins du ciel, c'est la mer. Les arbres sont verts, les gazons verts, les mousses vertes, le vert serpente dans les troncs, les tiges non mûres sont vertes, le vert est le fond de la nature parce que le vert se marie facilement avec tous les autres tons.
Ce qui me frappe d'abord, c'est que partout, coquelicots dans les gazons, pavots, perroquets, etc., le rouge chante la gloire du vert. Le noir, quand il y en a, zéro solitaire et insignifiant, intercède le secours du bleu ou du rouge. Le bleu, c'est-à-dire le ciel, est coupé de légers flocons blancs ou de masses grises qui trempent, heureusement, sa mort de crudité. Et, comme la vapeur de la saison, hiver ou été, baigne, adoucit ou engloutit les contours, la nature ressemble à un toton qui, mu par une vitesse accélérée, nous apparaît gris, bien qu'il résume en lui toutes les couleurs. La sève monte et, mélange de principes, elle s'épanouit en tons mélangés. Les arbres, les rochers, les granites se mirent dans les eaux et y déposent leurs reflets. Tous les objets transparents accrochent au passage lumières et couleurs voisines et lointaines. À mesure que l'astre du jour se dérange, les tons changent de valeur, mais respectant toujours leur sympathie et leur haine naturelle, continuent à vivre en harmonie par des concessions réciproques. Les ombres se déplacent lentement et font fuir devant elles, ou éteignent les tons à mesure que la lumière déplacée, elle-même, en veut faire résonner de nouveau. Ceux-ci se renvoient leurs reflets et, modifiant leur qualité en les glaçant de qualités transparentes et empruntées, multiplient à l'infini leur mariage mélodieux et les rendent plus faciles. Quand le grand foyer descend dans les eaux, de rouges fanfares s'élancent de tous côtés, une sanglante harmonie éclate à l'horizon, et le vert s'empourpre richement. Mais bientôt de vastes ombres bleues chassent en cadence devant elles la foule des tons orangés et roses tendres qui sont comme l'écho lointain et affaiblis de la lumière. Une grande symphonie du jour, qui est l'éternelle variation de la symphonie d'hier, cette succession de mélodies où la variété sort toujours de l'infini, cet hymne compliqué s'appelle la couleur. Donc là, on a vraiment la description du poète qui comprend la complexité de la peinture en expliquant que la peinture chante à partir du moment où on la contraste. On la contraste avec d'autres couleurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une gamme de verts qui est très vaste et qui peut s'étendre entre des verts froids qui vont chanter avec des rouges ou des bleus chauds, et ainsi de suite, ou des bleus froids. C'est ça la symphonie de la couleur, c'est parvenir à juxtaposer des coloris les uns à côté des autres, et surtout de leur garder leur identité propre. C'est-à-dire que les bleus sont bleus, les verts sont verts. C'est cela la difficulté de la peinture. Et ça, c'est toute l'expérience des peintres. Et très peu de peintres sont capables justement de faire chanter les couleurs. C'est pourquoi il y a les grands, les bons peintres, les vrais peintres, et vous avez des petits peintres qui ne sont pas nécessairement des génies et qui font de la peinture moyenne et qui vont faire surtout de la décoration intérieure. Vous aviez un peintre français au temps de Louis XIV, c'était Oudry, qui peignait et spécialisé dans les animaux. Donc lui va aller peindre des chiens de chasse et il faisait des... Vous verrez ça par exemple au Palais des Rouen à Strasbourg où il y a de très très beaux panneaux de Oudry qui sont superbes. On avait vu aussi avec le Lout, je lui avais expliqué tout cela. Des magnifiques panneaux sur les murs avec des cadres intégrés dans les murs. Donc c'était de la très très belle peinture, mais c'était pas nécessairement de la peinture de salon. C'est pas de la peinture de collectionneur, c'est de la peinture de décoration. C'est autre chose. À partir du 19e, non. À partir du baroque, si vous voulez, c'est la naissance des tableaux de collection. C'est des tableaux de collection, parce qu'à l'origine, qui achetait les tableaux, c'était le clergé, et puis c'était les riches, comme les riches heures du duc de Berry, qui est un ouvrage exceptionnel. Donc il y avait peu de gens qui pouvaient bénéficier de ces peintures. Et les artistes, ils étaient soumis à des règles extrêmement strictes, et ils peignaient très peu pour eux-mêmes, en dehors de Léonard de Vinci, qui lui a fait pas beaucoup de peinture dans le fond. Hein. Il a très peu peint par rapport à son immense talent de peintre, hein, parce qu'il était plus intéressé par
par son génie de la construction. Sachez quand même que les canaux de Florence, c'est Léonard qui les a dessinés, qui en a été l'architecte. C'était un fabricant de tomates également. Bon, je ne vais pas parler de Léonard, mais il y a tellement de choses à dire sur Léonard de Vinci, qui est pour moi le génie absolu de la peinture, avec Michel-Ange bien sûr, surtout en sculpture. Et Léonard était aussi un grand sculpteur. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Léonard de Vinci, enfin, que le grand public ne connaît pas de Léonard de Vinci, qui mériterait justement des séries pour expliquer ce génie exceptionnel. Mais au niveau de la couleur, il y a une différence entre les peintres du Nord, comme le disait Baudelaire, et les peintres du Sud, qui eux font chanter la couleur différemment. On trouve dans la couleur l'harmonie, la mélodie et le contrepoint. Si l'on veut examiner le détail dans le détail sur un objet de médiocre dimension, par exemple la main d'une femme un peu sanguine, un peu maigre et d'une peau très fine, on verra qu'il y a une harmonie parfaite entre le vert des fortes veines qui la sillonnent et les tons sanguignolants qui marquent les jointures. Bon, là, il exagère un peu dans le trait parce que, bien sûr, ça c'est surtout sur les peintres du Nord, sur les peintures du Nord où on était très riche en détails. Est-ce que ça vient de leur formation première de graveur? Peut-être. Donc là, quand il parle des vers des mains, là on a le sentiment qu'il montre la main d'un monstre, qui fait la description de la main d'un monstre, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc il force le trait, comme on dit en littérature ou même en peinture, il exagère un peu. Par exemple, la main d'une femme un peu sanguine. C'est pas une main sanguignolante. C'est une main qui va être blanche et avec cette laque de Garance qui va insuffler la vie dans la main et qui va montrer les veines vertes et bleues. Un peu maigre et d'une peau très fine. Là, on sent vraiment la peinture du Nord. On verra qu'il y a harmonie parfaite entre le vert des fortes veines qui la sillonnent et les tons sanguignolants qui marquent les jointures. Les ongles roses tranchent sur la première phalange qui possède quelques tons gris. Gris et brun. Quant à la paume, les lignes de vie, plus roses et plus vineuses, sont séparées les unes des autres par le système des veines, vertes ou bleues qui les traversent. L'étude du même objet, faite avec une loupe, fournira dans n'importe quel espace, si petit qu'il soit, une harmonie parfaite de tons gris, bleu, brun, vert, orangé et blanc réchauffés par un peu de jaune. Harmonie qui, combinée avec les ombres, produit le modelé des coloristes essentiellement différent du modelé des dessinateurs, dont les difficultés se réduisent à peu près à copier un plâtre. La couleur est donc l'accord de deux tons, le ton chaud et le ton froid, dans l'opposition desquels consiste toute la théorie, ne peuvent se définir d'une manière absolue. Ils n'existent que relativement. La loupe, c'est l'œil du coloriste. Je ne veux pas en conclure qu'un coloriste doit procéder par l'étude minutieuse des tons confondus dans un espace très limité. Car en admettant que chaque molécule soit douée d'un ton particulier, il faudrait que la matière fût divisible à l'infini. Et d'ailleurs, l'art n'étant qu'une abstraction et un sacrifice du détail à l'ensemble, il est important de s'occuper surtout des masses. Mais je voulais prouver que si le cas était possible, les tons, quelque nombreux qu'ils fussent, mais logiquement juxtaposés, se fondraient naturellement par la loi qui les régit. Les affinités chimiques sont la raison pour laquelle la nature ne peut pas commettre de faute dans l'arrangement de ces tons, car pour elle, forme et couleur sont un. Le vrai coloriste ne peut pas en commettre non plus, et tout lui est permis parce qu'il connaît de naissance la gamme des tons, la force du ton, les résultats des mélanges et toute la science du contrepoint, et qu'il peut aussi faire une harmonie de vins rouges différents. Cela est si vrai que si un propriétaire anticoloriste s'avisait de repeindre sa campagne d'une manière absurde et dans un système de couleurs charivariques, le vernis épais et transparent de l'atmosphère et l'œil savant de Véronèse redresseraient le tout et produiraient sur une toile un ensemble satisfait, conventionnel sans doute, mais logique.
Alors Véronèse, c'est le peintre vénitien qui va vous peindre des tartines, mais magnifiques, mais énormes, des tableaux qui font 5 mètres sur 8, le repas chez Lévy, la scène, enfin tout est dans le détail, c'est magnifique, avec des entrées dans la peinture, des sorties, enfin c'est tout un spectacle extraordinaire, c'est une scène de théâtre, Véronèse. Vous les trouvez actuellement au Louvre, hein, les plus grands et les plus beaux, les plus fameux Véronèse, qui sont de toute façon des toiles exceptionnelles. Et Véronèse est très très fort autant dans le dessin que dans la couleur. C'est-à-dire que chaque personnage a son véritable visage, sauf Jésus, bien sûr, puisque c'est une interprétation, mais les personnages vénitiens qui sont présents, eh bien, sont représentés d'après le réel, et avec des costumes différents, chatoyants, des soies lustrées, enfin c'est magnifique. Je vous encourage à regarder le repas chez Lévy, par exemple, de Véronèse, que vous trouverez au Louvre. Regardez les tableaux sur Internet, vous verrez, c'est un foisonnement extraordinaire de talents et de couleurs. Et c'est sans doute pour cela que Baudelaire en parle. Alors, je crois que là on va arrêter parce que c'est un peu ennuyant et ennuyeux, sa description de la couleur, parce qu'il est très technique, Delacroix. Il sait très bien de quoi il parle, mais c'est difficile d'en parler à un public qui connaît pas vraiment tout cela. Alors évidemment, moi ça me parle parce que ça fait écho à tout ce que je vous ai dit, ça confirme. Là, par exemple, il fait une analogie, il dit « Ainsi, la couleur de Véronèse est calme et gaie. La couleur de Delacroix est souvent plaintive. La couleur de Monsieur Kathleen, souvent terrible. J'ai eu longtemps devant ma fenêtre un cabaret, mi-parti de vert et de rouge cru, qui était pour mes yeux une couleur délicieuse. » N'oubliez pas que Baudelaire s'est teint les cheveux en vert, pour choquer. Donc c'est une de ses couleurs favorites. Et là, quand il dit « J'ai eu longtemps devant ma fenêtre un cabaret mi-parti de vert et de rouge cru », c'est-à-dire que là, on est avec des contrastes complémentaires qui sont extrêmement forts. Des oppositions très violentes de couleurs. Et quand on dit opposition très violente, on dit œil attiré par ça. Donc, pour faire rentrer les gens au cabaret, il fallait faire quelque chose de pétant. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ignore si quelque analogiste a établi solidement une gamme complète des couleurs et des sentiments, mais je me rappelle d'un passage d'Hoffmann qui exprime parfaitement mon idée et qui plaira à tous ceux qui aiment sincèrement la nature. Ce n'est pas seulement en rêve et dans le léger délire qui précède le sommeil, c'est encore éveillé lorsque j'entends de la musique que je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière et qu'elles doivent se réunir dans un merveilleux concert. L'odeur des soucis bruns et rouges produit surtout un effet magique sur ma personne. Alors Hoffmann, hein, c'est les contes d'Hoffmann, c'est tout un univers aussi. Elle me fait tomber dans une profonde rêverie, et j'entends alors, comme dans le lointain, les sons graves et profonds du hautbois. Bon, on va arrêter là, parce qu'après on va sans doute reprendre Eugène Delacroix, mais je pense que là, 43 minutes, je sais que c'est difficile. Hein. C'est bien. Oui, mais c'est bien. C'est pas toujours évident, donc je comprends qu'il y a très peu de gens qui regardent ces capsules-là, c'est pas grave. Mais pour le peu que ça intéresse, c'est passionnant. Donc voilà, nous reprendrons plus tard Eugène Delacroix. Vous savez pourquoi, parce que c'est mon grand peintre favori. Voilà. tout en ne méprisant absolument pas les autres. Hein. J'adore la peinture, hein, toute la peinture. Hein. Il y a des peintres exceptionnels à toutes les époques, et ils sont tous admirables. Hein. Mais on a parfois quelque chose qui nous parle plus que d'autres. Voilà. Quelque chose qu'on comprend mieux, qu'on comprend de l'intérieur, sans expliquer pourquoi. Voilà, eh bien écoutez, je vais laisser le mot de la fin à Louloute. Eh bien, un grand merci.
Moi, j'adore. Elle adore. Donc, ben voilà, à bientôt alors. Pour, à la prochaine. Ben voilà. Eh bien, Loulou et moi, nous vous saluons et nous vous disons à bientôt. Un bon week-end de Pâques. Exactement. Cherchez les petits œufs dans le jardin si vous en avez. Et je vous dis à plus tard. Salut. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien.